Ok, donc venons-en à ces résultats si importants et dont on va se servir beaucoup. Alors, petit bémol, comme je l'ai expliqué au début du cours, on va surtout se servir de ces résultats pour les séries de fonctions, parce que souvent pour les suites de fonctions, avoir des propriétés pour la limite f, par exemple, est-ce que f est continu ou pas, en fait, on voit f, on l'a sous la main, donc on voit tout de suite si elle est continue ou dérivable ou pas. Ça va vraiment être important pour les séries de fonctions. Mais je vais commencer par donner tous ces résultats et leurs preuves dans le cadre des suites de fonctions. Et le premier d'entre eux, ça va être la question de l'interversion de limite. Donc on avait vu que pour la convergence simple, ça ne marchait pas, c'est-à-dire qu'on se place, le but à terme, ça va être, on suppose que pour chaque suite, on a une suite de fonctions, et on suppose que quand x tend vers x0, ce truc-là admet une limite. On va la noter gamma n dans le théorème qui arrive. Alors x0 peut même être une borne de l'intervalle, une borne dans laquelle éventuellement la fonction fn tend vers l'infini. Par exemple, on peut avoir des fonctions fn qui sont définies sur 0, 1, et puis on peut regarder, calculer la limite quand x tend vers x0 de fn. Alors, donc ici, ce qui va être important, c'est que donc x0 peut être un bord de l'intervalle, où les fonctions fn, on ne définit pas a priori les fonctions fn. Et donc, il va falloir définir ce que c'est que ça peut être un bord de l'intervalle. Alors, sur un intervalle ouvert, vous savez très bien ce que c'est que les bornes, mais éventuellement, dans le cas complexe, c'est un petit peu moins évident, ce qu'on va ce qu'on va appeler les bornes de l'ensemble. Donc, pour ça, il faut que je définisse rapidement. Ce sera très peu utilisé. Pensez encore une fois à une borne d'un intervalle ouvert, ce que c'est que l'adhérence d'un ensemble, qui est une notion plutôt de topologie. Donc, si on a un ensemble, donc définition, soit donc D, c'est un ensemble inclus dans K, R ou C, on dit que x0 appartient, est adhérent à D. Donc adhérent, pensez à la notion de coller à l'ensemble D, si, pour tout epsilon strictement positif, la boule de centre x0 et de rayon epsilon intersectée avec D est différente de l'ensemble vide. Alors, il y a deux choses à faire ici. D'abord, définir ce que c'est que cette boule-là, de centre x0 et de rayon epsilon. Et deuxièmement, faire un petit dessin pour se rendre compte ce que ça veut dire ce truc-là. Donc ça, la boule de centre x0 et de rayon epsilon, c'est l'ensemble des x appartenant à K. Donc K, c'est R ou C, tel que la distance de x à x0 est d'O plus d'epsilon. Donc c'est vraiment la boule centrée en x0 de rayon epsilon. C'est la boule ouverte, c'est-à-dire qu'on ne prend pas la frontière de la boule. Et donc qu'est-ce que ça veut dire ce résultat-là? Alors par exemple, si vous avez l'intervalle 0, 1, eh bien 0, il est adhérent à 0. Un exemple, x0 est adhérent à D. Pourquoi? Parce que, regardons ce que ça signifie ça. Si je prends 0 ici, ce que je dois vérifier, c'est si, quel que soit le epsilon strictement positif que je me donne, si je prends une petite boule autour de 0, une boule de taille quelconque autour de 0 de taille epsilon, donc quand on est dans R, c'est prendre les x qui sont à O plus epsilon de x0 strictement. Donc ce serait ça, la boule de centre x0 et epsilon. x0 égale 0, pardon. Et je dois m'assurer que il y a des éléments qui sont dans cette boule et qui sont dans l'ensemble D qui m'intéresse. Bien oui, bien sûr, même si 0 n'est pas dans D, à chaque fois que je prends une petite boule autour de 0, eh bien, il y a des éléments qui sont dans D, qui sont dans cette boule. Autrement dit, tout ce qui est là. Puisque je vous rappelle que D, c'est l'intervalle 0. Donc D, c'est ça. Donc voilà, encore une fois, cette notion, ce n'est pas du tout central dans ce cours. Donc retenez juste que quand c'est des intervalles de R, il s'agit des bornes, des intervalles ouverts, il s'agit les points adhérents, c'est tous les éléments de l'ensemble ainsi que les bornes. Oui, remarque importante, on a toujours qu'un élément de D est toujours adhérent à D. Donc, si je me place non pas en 0 là,
qui n'est pas un élément de D, hein, mais quelque part dans D, donc sur le truc rouge. Bien sûr, quand je prends une boule de centre x0 et de rayon epsilon, il y a un élément qui est là-dedans qui est aussi dans D, c'est x0. Hein, donc, remarque évidente, hein, tout x0 appartenant à D est adhérent à D. Bon, donc bref, dans ce résultat-là, donc ici on va prendre des points qui sont soit dans D, soit des bornes d'un intervalle ouvert dans D. Alors la question d'adhérence, elle devient plus intéressante quand on monte en dimension. Donc par exemple, quand on se place dans C, si par exemple D c'est l'ensemble des nombres complexes de parties, disons imaginaires, et disons parties de parties réelles strictement positives, donc dans le plan complexe, on est en train de prendre tous les nombres complexes qui sont de parties réelles strictement positives, donc tout ce que j'assure ici. Alors bien sûr, tout élément de D lui-même colle à D, hein, c'est ce que j'ai écrit là, toujours. Mais ici, vous avez aussi beaucoup d'autres points qui sont adhérents à D, c'est tout l'axe des ordonnées. Pourquoi? Parce que donc, tout point de l'axe des ordonnées n'est pas dans D, mais il est adhérent à D, il colle à D. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je me donne une petite boule, prenons un x0 qui est là, si je prends une petite boule, une boule quelconque, centrée en x0 et de rayon epsilon, et que je me demande si elle a une intersection non vide avec D, bah la réponse est oui, bien sûr, parce qu'il y a toujours cette partie-là qui est dans D et qui est dans la boule. Donc voilà, voilà ce que c'est qu'un point adhérent. Et donc maintenant, on a les notations pour parler de ce dont on veut parler, c'est-à-dire le fait que les Fn de x tendent vers un certain gamma n. Donc allons-y pour la proposition. Donc, proposition. Peut-être je devrais dire théorème. Ça mérite le nom de théorème. Donc théorème. Donc je me donne, comme dans cette partie-là, on aura toujours une suite de fonctions fn. Donc on va supposer quoi? On va supposer plusieurs choses. On suppose que, nous, je le répète, on se demande si jamais on a, alors, donc on se donne, donc théorème, on va commencer par se donner x0 soit x0 appartenant à D. À l'adhérence, pardon, adhérent à D. Et on va supposer que pour chaque n, la suite de la fonction fn admet une limite quand x tend vers x0. Alors bien sûr, hein, chose importante, a priori la limite dépend de n. Pour chaque n, fn de x admet une limite quand x tend vers x0, donc a priori cette limite dépend de n. Hein, ou ici, où les gamma n sont des réels. Okay, très important, je suppose que fn de x tend vers un certain réel quand x tend vers x0. Okay. Donc ça, c'est le premier résultat. Et la question qu'on se pose, c'est, alors, supposons que fn, par ailleurs, tende vers f, en un certain sens. Est-ce que je peux dire que f de x admet une limite? Eh bien, la réponse est non, en général. Quand x tend vers x0, bien sûr. La réponse est non, en général, sauf s'il y a de la convergence uniforme. On a déjà vu que pour la convergence simple ne suffisait pas. Donc, deuxième hypothèse, fn cvu vers f sur d. Alors, le théorème vous dit quoi? Alors, eh bien, ce qu'on voulait, à savoir que f admet une limite quand x tend vers x0. Donc ça, c'est la première chose. C'est un résultat d'existence. F, la fonction limite des fn, admet une limite quand x tend vers x0. Mais en plus, ce théorème nous donne une manière de le calculer. Il nous dit autre chose. Il nous dit quoi?
nous dit que certes, f admet une limite quand x tend vers x0, mais la suite gamma n, qui est une suite réelle, elle aussi admet une limite, et ces deux limites coïncident. Donc, il y a première conclusion. On va mettre 1, 2, gamma n admet une limite quand n tend vers plus l'infini. Et c'est ça le plus intéressant, c'est que ces deux limites sont les mêmes. Donc, f admet une limite quand x tend vers x0, mais en plus, cette limite, elle est donnée par la limite qui existe de gamma n. La limite quand x tend vers x0 de f de x égale limite quand n tend vers plus l'infini de gamma n. Voilà. Donc, avant de faire la preuve de ce résultat-là, dont je rappelle à nouveau que c'est vraiment un résultat qui va nous servir pour les séries de fonctions, avant d'en faire la preuve, juste vous donner une autre interprétation de ce résultat, comme justement une interversion de limite. Donc remarque. Donc je vais écrire l'inégalité qui est là de manière un petit peu différente. Donc sous les hypothèses du théorème, on peut intervertir limite en x et limite en n. Pourquoi? Parce que si on regarde dans le blanc des yeux cette égalité de limite là, elle dit quoi? Elle dit que la limite quand x tend vers x0, limite quand x tend vers x0 de f de x. Oui, mais f de x, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de fn de x. Ça, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de fn de x. Et puis, à ma droite, j'ai la limite quand n tend vers plus l'infini de gamma n. Mais gamma n, on a supposé que c'était précisément la limite quand x tend vers x0 de fn de x. Donc ça, c'est la limite quand x tend vers x0 de fn de x. Donc vous voyez que partant de fn de x, je peux soit commencer par faire tendre n vers plus l'infini, puis faire tendre vers x vers x0, soit faire l'inverse. Et bien, sous les hypothèses de ce théorème, faire ces opérations dans ces deux sens possibles donne le même résultat. Donc j'insiste, deux hypothèses. Fn de x, ça c'est une hypothèse naturelle. On se demande si f de x, le but à la fin, c'est est-ce que f de x, l'objet limite qu'on aura obtenu via la suite de fonctions, admet une limite quand x tend vers x0. Donc on va demander au fn elle-même d'avoir des limites quand x tend vers x0, qu'on appelle gamma n. Et puis deuxième hypothèse, il faut que fn tende vers f en un certain sens. La convergence simple ne suffit pas, la convergence uniforme, elle suffit. C'est d'où le résultat. Ok. Donc venons-en à la preuve de ce résultat. Preuve. Alors là, on est typiquement dans une situation où on ne connaît pas a priori la limite, ces limites-là. Donc on va vraiment faire appel à la notion de suite de Cauchy. Alors ici, on n'aura pas besoin du critère de Cauchy uniforme, mais seulement des suites de Cauchy au sens des suites réelles. Pourquoi? On va essayer de montrer que la suite gamma n est de Cauchy. Donc on va écrire d'abord que fn converge uniformément vers f. Fn CVU vers f sur d. Donc, pour tout epsilon strictement positif, il existe n epsilon appartenant à n, tel que pour tout n plus grand que n epsilon, eh bien on est, pour tout x appartenant à d, f de x moins fn de x plus petit que epsilon. Alors, en fait, je vais utiliser quand même la notion de critère de Cauchy uniforme, je vais juste utiliser le sens facile. On a vu tout à l'heure, si fn converge uniformément vers f sur d, alors nécessairement la limite elle-même est... Alors nécessairement, fn satisfait le critère de Cauchy uniforme. Donc je vais utiliser ici, donc fn
satisfait le critère de Cauchy uniforme. Et donc ce que je veux écrire, c'est pas ça, mais le fait que pour tout n plus grand que n epsilon, pour tout p appartenant à n, on est pour tout x appartenant à d, fn plus p de x, moins fn de x plus petit que epsilon. Ok. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tendre x vers x0. Je sais que fn de x tend vers gamma n quand x tend vers x0, donc je peux faire tendre ici x vers x0 dans cette inégalité-là. Quand x tend vers x0, on obtient alors toute la première ligne, et puis ici, on obtient, donc quand x tend vers x0 dans étoile, autrement dit seulement dans la deuxième ligne, donc je garde toute la première ligne et j'ai cette deuxième ligne-là. Quand x tend vers x0, j'obtiens quoi? J'obtiens la limite de fn plus p de x quand x tend vers x0 par hypothèse, c'est ce qu'on a appelé gamma n plus p. F indice, un certain indice de x tend quand x vers x0 vers gamma de cet indice, donc ça tend vers gamma n plus p, et puis ça tend vers gamma n. Ok. Et donc maintenant, il faut regarder précisément ce qu'on a obtenu. On a obtenu cette première ligne, puis ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut précisément dire que gamma n est de Cauchy. Donc, gamma n est de Cauchy. La suite, c'est une suite réelle ou complexe, selon que k est égal à r ou c, et de Cauchy dans k. Donc converge. Donc déjà, on a le droit de parler de la limite quand n tend vers plus l'infini de gamma n. On vient de démontrer qu'elle existe. On va noter gamma sa limite. Donc gamma sa limite. Et maintenant, ce qu'on va vouloir montrer, c'est il nous reste à démontrer que f admet une limite quand x tend vers x0 et que cette limite, c'est gamma. C'est tout ce qui reste à démontrer dans ce théorème. Ok, alors comment on va faire ça? Eh bien, allons-y. Donc, on va écrire, on va à nouveau regarder ce résultat-là. Et nous, on va en particulier utiliser le fait que, je vais peut-être l'écrire comme ça, donc Fn CVU vers F. Donc il existe, je vais écrire la définition de la convergence uniforme. Alors plutôt, je vais peut-être introduire ce que j'essaie de faire. Donc montrons que f de x tend vers gamma quand x tend vers x0. À ce stade, on ne sait même pas que cette limite existe, et on va montrer qu'elle existe et qu'elle vaut exactement gamma, c'est-à-dire la limite des gamma n. Donc pour montrer que f de x tend vers gamma quand x tend vers x0, voilà ce qu'on va faire. On va essayer de faire apparaître des quantités sur lesquelles on a des informations. On sait que gamma n tend vers gamma, on sait que fn de x tend vers gamma n quand n tend vers plus l'infini, et que fn tend vers f au sens de la convergence uniforme. Donc je vais juste écrire cette inégalité-là. Pour toute n appartenant à n, nous, on va leur montrer que ce truc-là tend vers 0, donc on va être mené à, on va devoir regarder la différence de f de x par rapport à sa limite potentielle, ce qui va être sa limite, et donc on va le contrôler en écrivant une inégalité triangulaire. Alors l'inégalité triangulaire, je vais peut-être la faire progressivement. Comme je le disais, on fait apparaître des quantités, des écarts entre objets sur lesquels on a des informations. Donc f de x moins fn de x, c'est un premier écart. Fn de x moins f de x. Alors, on a des informations aussi sur fn de x moins gamma n, plus gamma n, moins gamma.
Et maintenant, par une égalité triangulaire, je vais casser cette valeur absolue en 3 valeurs absolues. Donc f de x moins fn de x plus fn de x moins gamma n plus gamma n moins gamma. Donc il y a 3 termes. Alors, nous, il faut bien se souvenir qu'on fait tendre x vers x0. Mais on sait que cette inégalité est valable pour tout n appartenant à n. On sait que ces termes-là, f de x moins fn de x et gamma n moins gamma, vont être petits quand n est grand. Alors celui-là, il nous embête un peu parce qu'il dépend de x. Fn de x moins gamma n, il va être petit quand x est proche de x0, puisque fn de x tend vers gamma n. Mais là, tout bouge, x et n. Donc on va commencer par fixer n, un n grand, grand tel que ces quantités-là vont être petites. Et ensuite, on utilisera le fait que pour un n fixé, fn de x tend vers gamma n. Donc comment on va faire ça? Bon, on commence, donc, on veut quantifier ici. On veut montrer que pour epsilon strictement positif quelconque, donc soit epsilon strictement positif, nous, on veut montrer que f de x tend vers gamma quand x tend vers x0. Rappelez-vous la définition de limite pour une fonction. Ça veut dire que quel que soit le epsilon, on cherche, je vais l'écrire, on cherche delta strictement positif tel que x moins x0 plus petit que delta implique que f de x moins sa limite potentielle est plus petit que epsilon. C'est ça, tendre vers gamma, c'est quel que soit le epsilon qu'on se donne, même très petit, on peut trouver un delta tel que si x est au plus delta de x0, alors f de x est au plus epsilon de gamma. Ok? Bon. Alors, donc epsilon est fixé. J'aurais dû continuer cette majoration ici, à savoir que vous voyez que le terme f de x moins fn de x, on peut le majorer par le suprémum de df de x moins fn de x. Ça, c'est plus petit que f moins fn infini. Je suis en train de majorer le premier terme par norme infinie de f moins fn, plus fn de x moins gamma n, et enfin plus gamma n moins gamma. Et maintenant, je vais commencer donc par dire qu'il y a des termes qui tendent vers 0. Celui-là tend vers 0, puisque fn tend vers f au sens de la convergence uniforme, et celui-là tend vers 0, puisqu'on a démontré que gamma n tend vers gamma. Donc pour ce epsilon strictement positif, il existe n epsilon 1 appartenant à n, tel que pour tout n plus grand que n epsilon 1. Là, j'utilise le fait que ce truc-là tend vers 0. La norme infinie de f moins fn est plus petite que epsilon. Alors ici, on va mettre un epsilon sur 3, puisqu'à la fin, on va avoir 3 termes. De la même manière, puisque gamma n tend vers gamma, il existe n epsilon 2, tel que pour tout n plus grand que n epsilon 2, eh bien on a gamma n moins gamma qui est plus petit qu'epsilon sur 3. À la fois ce terme-là et ce terme-là, donc le premier et le troisième terme qui interviennent ici dans l'inégalité, sont plus petits que epsilon sur 3 pour peu que n est assez grand. Ok, et donc maintenant, comme je le disais, ça c'est donc plus petit que epsilon sur 3 dès que n est plus grand que n epsilon 1. Ça c'est plus petit que epsilon sur 3 dès que n est plus grand que n epsilon 2. Donc voilà, on a un candidat de n à fixer, suffisamment grand, c'est-à-dire plus grand que ces deux-là, donc plus grand que le max des deux. Et puis ensuite, on va travailler sur le terme qui reste, qui lui va être petit quand x est proche de x0. Donc maintenant, on note soit n, alors je vais écrire plutôt pour n égale max, je le fixe, max de n epsilon 1, n epsilon 2, et j'utilise une égalité que j'ai établie ici, f de x moins gamma en valeur absolue, c'est plus petit que la somme de ces trois termes. Et comme deux de ces termes sont plus petits que epsilon sur 3, eh bien j'ai f de x moins gamma qui est plus petit que epsilon sur 3, plus le terme du milieu, c'est fn de x moins gamma n. Je vais l'appeler n0 lui, pour qu'on se rende bien compte qu'il est fixé. C'est un n0. fn0 de x moins gamma n0, et puis le dernier terme plus epsilon sur 3. Ok, et donc maintenant, on va s'occuper du dernier terme, on y est presque. Et ce dernier terme, on va utiliser maintenant que fn0 de x tend vers gamma n0. fn0 de x tend, quand x tend vers x0, vers gamma n0. Donc quel que soit le truc strictement positif que je me donne, pour peu que x soit assez proche de x0,
à delta près, f de x est, fn0 de x est à epsilon près de gamma n0. Enfin, j'ai dit epsilon, mais le truc strictement positif que je me suis donné. Donc, il existe delta strictement positif. Ça y est, je l'ai trouvé, le delta que je cherchais, tel que pour tout x, tel que x moins x0 plus petit que delta, implique que fn0 de x moins gamma n0 plus petit qu'epsilon sur 3. Je mets epsilon sur 3 parce que ce terme-là apparaît ici, donc comme ça je vais avoir la somme de 3 epsilon sur 3. Finalement, on constate que x moins x0 plus petit que delta implique que f de x moins gamma est plus petit que epsilon sur 3 plus epsilon sur 3 plus epsilon sur 3, c'est-à-dire epsilon. Et c'est ce qu'on voulait montrer. Donc on a bien montré que f de x tend vers gamma quand x tend vers x0. On regarde bien ce qu'on a démontré. On a pris epsilon strictement positif quelconque et on a trouvé delta strictement positif, tel que si x est à au plus x0 de delta, si x est à au plus delta de x0, alors f de x est à au plus epsilon de gamma. Okay. Donc ça prouve ce théorème d'interversion de limite. Et on va voir qu'on va s'en servir par exemple pour la question de la continuité de la limite d'une suite de fonctions uniformes. Et on va aussi l'utiliser pour des exercices où on cherche les limites de la fonction. On va le voir surtout pour les séries de fonctions. Donc, je ne fais pas d'exemple ici, on va en faire dans le cadre des séries de fonctions. Dans le cadre des séries de fonctions, l'interversion de limite va nous permettre d'obtenir des informations qui ne sont pas du tout évidentes a priori. Et on va désormais passer à la question de l'interversion de limite et d'intégrale. On regarde la question de l'interversion de limite et d'intégrale. Donc, pour ça, on va devoir se placer dans la situation où on est sur un intervalle de R, un intervalle borné. Donc ici, D, c'est un intervalle de la forme AB. Et attention, j'insiste, A et B, c'est des réels. On est vraiment sur un intervalle fermé. Et on va avoir la proposition suivante. Un autre but, c'est de dire que si on veut calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de A à B de Fn, c'est pareil que l'intégrale de A à B de la limite de Fn. C'est ça qu'on voudrait. On a vu que ce n'était pas vrai seulement avec la convergence simple, mais la convergence uniforme va nous permettre de conclure. Alors, la première chose, c'est qu'il va falloir, pour pouvoir parler d'intégrale de fonctions, du moins avec les outils que vous avez à votre disposition en deuxième année de licence, il faut que les fonctions déjà soient continues. Donc, soit Fn telle que, une suite de fonctions telle que, première chose, pour tout n appartenant à n, Fn est continu sur AB. Donc voilà, si vous voulez penser à retenir cette hypothèse-là, pensez au fait que pour parler de l'intégrale d'une fonction, il faut que la fonction soit continue. En fait, vous avez vu des intégrales de fonctions continues par morceau, par exemple, mais continue, c'est déjà très bien. Et puis, la deuxième chose, sans surprise, il faut bien que Fn tende vers une certaine fonction, et au sens, on s'en doute, de la convergence uniforme, Fn CVU vers une certaine fonction f sur l'intervalle AB, sur D. Alors, l'intégrale, la limite, donc si je cherche à regarder l'intégrale de A à B de Fn de t dt, j'ai le droit, je calcule l'intégrale de Fn qui est une fonction continue. Pour chaque n, je peux calculer ça, et donc ça c'est une suite numérique. Et bien cette suite numérique converge, donc je peux parler de sa limite, et sa limite vaut la limite de l'intégrale de AB de Fn de t dt, c'est précisément l'intégrale de A à B de f de t dt. Donc, réécrivons ça un petit peu comme c'est écrit ici. Autrement dit, si on a I et II, eh bien on peut intervertir limite et intégrale. La limite de l'intégrale de AB de Fn de t dt,
c'est égal à l'intégrale de a à b de la limite de fn de t dt. C'est-à-dire limite, c'est-à-dire limite quand n tend vers plus l'infini de fn de t dt, de fn de t, c'est-à-dire f de t. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'interversion limite intégrale. Ok, alors je fais juste une petite remarque avant de faire la preuve et de donner un exemple. C'est que, vous voyez, l'intégrale ici, vous pouvez me dire, mais attention quand même, on est en train d'intégrer une fonction f dont on ne sait pas a priori qu'elle a des propriétés suffisantes pour qu'on puisse parler de son intégrale. On va voir, c'est la prochaine proposition après celle-là, que si les fn sont continues, toutes continues pour chaque n, et convergent uniformément vers f sur d, alors forcément f aussi est continue. Okay, donc c'est la proposition à venir, donc il faut me croire pour l'instant. Ça a un sens de parler de l'intégrale sur AB de f parce que cette fonction est continue. Ok, donc allons-y pour la preuve de ce résultat-là. Et vous allez voir, la preuve est complètement triviale. Ça va être vraiment 2 lignes. Donc nous, on veut démontrer que l'intégrale de AB de fn de t dt converge vers l'intégrale de AB de f de t dt. Très bien, donc je prends valeur absolue de la différence des deux quantités. Donc pour tout n appartenant à n, l'intégrale de a à b de fn de t dt moins l'intégrale de a à b de f de t dt. Ça, bien sûr, c'est plus petit que... Pardon, c'est... À ce stade, disons que c'est simplement l'intégrale de a à b. Je mets les deux fonctions ensemble, de fn de t moins f de t dt, avec des valeurs absolues. Ensuite, j'utilise une propriété de la valeur absolue et de l'intégrale, plutôt de l'intégrale. C'est-à-dire que la valeur absolue de l'intégrale, c'est plus petit que l'intégrale de la valeur absolue. Donc ça, c'est plus petit que l'intégrale de a à b de fn de t moins f de t dt. Et là, ce qui est absolument crucial, c'est que comme, pour l'instant, il n'y a pas de convergence uniforme, mais fn de t moins f de t en valeur absolue, ça se majore par le suprémum de telle quantité. C'est une inégalité qu'on a utilisée à l'envi jusqu'à présent, donc on ne va pas se priver, on va la réutiliser. Donc ça veut dire quoi, ça? Je vais peut-être l'écrire. Hein. Pour tout t appartenant à AB, bien fn de t moins f de t est plus petit que la norme infinie de fn moins f. Alors, je vais appeler ça étoile, là. Plutôt, pardon. Je vais le réécrire plutôt. Donc, j'ai cette inégalité entre deux fonctions. À ma gauche, la fonction qui a t associée valeur absolue de fn de t moins f de t, et à ma droite, cette fonction-là qui est une fonction constante. Je rappelle que à n fixé, ça c'est une brave constante, c'est un certain réel. Et donc, quand vous avez une inégalité entre deux fonctions, par croissance de l'intégrale, des fois on dit l'intégrale de la première est plus petite que l'intégrale de la deuxième. Donc l'intégrale qui m'intéresse, la valeur absolue de cet objet-là qui m'intéresse depuis le départ, comme il est plus petit que ça, il est aussi plus petit que donc l'intégrale de AB de fn de t dt moins l'intégrale de AB de f de t dt est plus petit que l'intégrale de a à b de fn moins f infini dt. Alors, attention ici, c'est un objet très simple que je suis en train de calculer. Ça, c'est une constante. Ça vaut une certaine valeur. Pour chaque n, ça vaut une certaine valeur. Je ne sais pas, 3, 47. Et je suis en train d'intégrer une certaine constante lambda sur AB. Donc ça fait simplement lambda fois b moins a. Donc ça fait juste fn. Je vais peut-être écrire b moins a avant. Ça fait juste b moins a. B moins a fois norme de fn moins f infini. Ok, bon, et là c'est fini. Fn moins f infini, ça tend vers 0, puisque j'ai supposé que fn convergeait uniformément vers f. B moins a, c'est une brave constante, donc tout ça, donc ce truc-là tend vers 0. Car fn, c'est vu vers f sur d. Donc, ce qui m'intéressait,
ce truc-là tend vers 0, hein, c'est-à-dire que l'intégrale de AB de Fn tend vers l'intégrale de AB de F. Donc, l'intégrale de AB de Fn tend vers l'intégrale de AB de F quand n tend vers plus l'infini. Voilà, vous voyez, la preuve est beaucoup plus simple que, par exemple, la preuve du théorème d'interversion de tout à l'heure. Et on va faire un petit exemple d'application de ce résultat. Ok, donc allons-y. Exemple, on va regarder l'intégrale sur 0,1 de x puissance n 1 moins x puissance n dx. Donc on va essayer de calculer la limite de cette intégrale. Cette intégrale a un sens, hein, cette fonction, pour chaque n, cette fonction est définie. C'est ça donc la définition n appartenant à n. Bon, et donc vous voyez que, comme on l'a vu à de multiples reprises, comme x puissance n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, quand il est entre 0 et 1, sauf pour la valeur 1, ce truc-là tend vers 0, celui-là, sauf quand x est égal à 1, mais quand x est égal à 1, ce truc-là vaut 0. Vous vérifiez facilement que pour tout n appartenant à n, si je note donc fn de x tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, bon, c'est pour tout x appartenant à 0,1. Fn de x tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, et c'est ça que j'ai appelé Fn de x. Et bien sûr, j'aimerais pouvoir dire que donc, l'intégrale de 0 à 1 tend vers l'intégrale de 0 à 1, donc l'intégrale de 0 à 1 de Fn de x dx tend vers l'intégrale de 0 à 1 de 0 dx, c'est-à-dire 0. Mais pour ça, il va falloir que je dise un petit peu plus, parce que ça, c'est seulement parler de convergence simple. Pour chaque x, Fn de x tend vers 0. Donc, je vais peut-être écrire donc Fn CVS vers la fonction nulle, f égale 0 sur 0,1. Donc la question, c'est s'il y a convergence uniforme. Alors je vous rappelle que dans ce cas-là, on revient simplement à un exercice d'analyse de convergence uniforme d'une suite de fonctions vers sa limite que l'on connaît explicitement. Et donc on va devoir essayer de majorer Fn de x moins f de x pour tout n appartenant à n. Pour tout x appartenant à 0,1, on va essayer de majorer la valeur absolue de Fn de x moins f de x, c'est-à-dire 0, par une suite alpha n indépendante de x et qui tend vers 0. Donc ça, par définition, puisque Fn de x c'est positif, on a juste x puissance n, 1 moins x puissance n. Alors là, a priori, il n'y a pas de majorant évident à cette quantité-là, parce que, en tout cas, si on majore trop violemment, un x on peut le majorer par 1, et 1 moins x on peut le majorer par 1, et donc tout ça, ça se majore par 1, qui est indépendant de x, mais qui ne tend pas vers 0, donc on a majoré trop fort. Mais on peut constater que finalement tout ça, c'est rien d'autre que simplement la fonction x 1 moins x à la puissance n. Et x 1 moins x, vous pouvez simplement faire une étude de fonction, c'est une fonction qui atteint son maximum en x égale 1,5, point en lequel elle vaut un quart. 1,5 fois 1 moins 1,5, un quart. Donc ça, vous pouvez vérifier, hein, simplement par étude de fonction, la fonction x 1 moins x sur 0,1, elle est toujours en dessous de 1 quart. Donc ça, c'est plus petit que 1 quart puissance n. Et un quart puissance n, c'est bien une suite indépendante de x et qui tend vers 0. Donc, on conclut immédiatement au fait que la convergence est uniforme. Donc Fn, CVU vers f sur 0,1. Et donc par la proposition qu'on vient de démontrer, eh bien, donc, l'intégrale de 0 à 1 de Fn de x dx tend vers l'intégrale de 0 à 1 de 0 dx, c'est-à-dire 0. Ok. Donc voilà un exemple d'application. Et là encore, hein, les exemples les plus intéressants, ce sera lorsque on aura affaire à des séries de fonctions où on essaiera de démontrer. On verra que pour les séries de fonctions, on parle d'interversion série intégrale. Et ça permettra de calculer les intégrales de fonctions dont on n'aurait pas trop su comment les calculer autrement.
Ouais, donc ça met fin au résultat, disons, d'interversion. Et maintenant, on va vraiment insister sur la question de la régularité. Si Fn converge uniformément vers F, quelles propriétés de régularité, continuité, dérivabilité qu'on a sur les Fn persistent au niveau de F. Et donc, on va parler de continuité et de dérivabilité, en fait, dans ce cadre.